Bonjour tout le monde. On commence le chapitre 4, qui est le chapitre sur Rome. On est à la page 99. Ce petit vidéo, je vais me rendre jusqu'à la page 105. C'est vraiment le début du chapitre. Comme d'habitude, en fait, si vous avez des questions, je dis comme d'habitude, mais on n'a jamais fait ça. Si jamais vous avez des questions, t'hésites pas, soit que tu m'envoies un courriel ou les moments où je vais me mettre disponible en live. Tu vas pouvoir te connecter sur Teams puis me poser des questions. Et voilà, on commence ça. Comme tu peux voir, j'ai déjà surligné des passages. Je t'invite à faire la même chose. Étant donné que tu ne me vois pas, je vais pointer avec ce petit laser. Donc, il n'y a pas vraiment de dates à retenir qui sont importantes, à part 476, qui va être la chute de Rome. Et je ne sais pas si tu remarques là, mais à la chute de Rome, ça va être aussi la fin de l'Antiquité. L'Antiquité, on en a parlé avec la Mésopotamie, avec l'Égypte, avec la Grèce. Là, maintenant, c'est les Romains. Et quand la ville va chuter, c'est-à-dire que la ville de Rome va se faire envahir par des envahisseurs, bien, ça va être la fin de l'Antiquité et ça va être le début du Moyen Âge. Donc, Rome, ben, comme la plupart des gens, vous savez, ben, Rome, c'est une ville en Italie. On va le voir tantôt sur une carte, c'est en plein milieu de l'Italie. Et cette ville-là est devenue de plus en plus puissante jusqu'à temps de contrôler tout le tour de la mer Méditerranée. Donc, c'est ce que je vous demande de surligner. Page suivante. Voilà, ça se place. Tout ce qu'il y a en rouge, en orange, en saumon, je sais pas, moi, on va dire en saumon, qu'il y a sur cette carte-là, c'est un immense territoire qui est aussi grand que le Canada. C'était un territoire qui était tellement grand, donc que la ville de Rome a décidé de faire des territoires, et chacun de ces territoires-là était contrôlé, donc on va en parler tout à l'heure. Mais rapidement, là, je vous montre, il y a la Germanie qui a changé de nom maintenant, qui est là où il y a l'Allemagne. Il y avait la Gaule, qui était en fait la Belgique et la France actuelle. Il y avait la Bretagne, qui maintenant s'appelle l'Angleterre. Il y avait l'Hispanie, qui maintenant s'appelle l'Espagne, et on a le Portugal ici. Vous avez la Mauritanie, qui est maintenant le Maroc. Là où c'est écrit Carthage, Carthage, je vais y revenir, là. C'est une ville qui est super importante, qui aujourd'hui, ça serait la Tunisie. Il y a l'Égypte que tu connais déjà, la Syrie qui n'a pas changé de nom, la Mésopotamie qu'on avait étudiée là, avec les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate que vous voyez là. La Cappadoce aujourd'hui, c'est la Turquie. Vous avez la Grèce qu'on a étudiée dernièrement. Puis là où il y a la botte, aujourd'hui, ça c'est l'Italie avec, comme je vous disais tantôt, Rome en plein milieu. Il faut savoir que Rome, c'est la première ville de l'humanité à avoir atteint le million d'habitants. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important. C'était la capitale de tout l'Empire romain, c'est-à-dire que toutes les personnes qui habitaient dans l'Empire romain devaient payer des impôts. Et cet argent-là se retrouvait à Rome. Donc, quand on dit que c'est la ville la plus riche et la plus puissante, là, c'est très, très difficile à imaginer à quel point cette ville-là était grandiose à l'époque. Page suivante. Ben, dans le bas de cette page-là, vous voyez la Louve. La Louve, j'ai fait une vidéo sur ça. Je t'invite, j'espère que tu l'as déjà écouté. C'est quelque chose qui est très important. Encore aujourd'hui, si un jour tu vas à Rome, c'est le symbole de la ville. Donc, la fameuse Louve avec Rémus et Romulus qui sont en train d'être allaités. C'est un symbole qui est très fort et donc c'est une légende. Là. Je pense que tout le monde avait compris qu'il n'y a pas réellement une louve qui a allaité des jumeaux, mais l'histoire est quand même très intéressante. Je la répète rapidement. Rémus et Romulus, c'est des jumeaux. Quand ils deviennent plus grands, ils se chicanent et il y a Romulus qui va tuer Rémus et qui va après ça fonder la ville de Rome, tout près de l'endroit où il s'était fait retrouver.
Donc, je te rappelle que dans la ville de Rome, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est des choses qui ne changent pas, il y a un tout petit fleuve qui s'appelle le Tibre. Donc, ce n'est pas le Tigre comme en Mésopotamie, mais c'est le Tibre, un tout petit fleuve qui est entouré de 7 collines. Et c'est là donc que la ville de Rome a été fondée. Il y a une autre vidéo que je t'invite à écouter qui est sur l'histoire, en fait, de la guerre qui a eu lieu entre la ville de Rome et la ville de Carthage. Quelque chose qui est très important parce que les Romains fonctionnaient à peu près de la même façon que les Carthaginois. C'est-à-dire que Rome, au départ, c'était un tout petit village qui s'est fait une petite armée et qui a réussi comme ça à aller conquérir les villes voisines. Donc, il s'éloignait de plus en plus. Quand il allait voir les villes voisines puis qu'il réussissait à les dominer, ça leur donnait beaucoup d'argent. Il allait chercher les poteries, il allait chercher la nourriture, il allait chercher toutes sortes de trésors, si on veut. Et c'est devenu une façon de faire les choses. Donc, les Romains se sont dit, wow, dans le fond, au lieu de travailler, puis de faire nous-mêmes l'agriculture, puis de faire nous-mêmes les choses, on va investir dans notre armée, puis on va aller dominer les autres, puis c'est les autres qui vont travailler pour nous. Et là, ils ont agrandi leur territoire, jusqu'à temps de dominer toute la péninsule de l'Italie, donc toute la botte italienne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Carthage, et là, on ne la voit pas sur la carte, là, mais ça serait à peu près ici. Donc, Carthage faisait la même chose, c'est-à-dire que les Carthaginois allaient aussi attaquer leurs voisins. Ils ont dominé toute la partie nord de l'Afrique. Et ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que les Carthaginois agrandissaient leur territoire, les Romains agrandissaient leur territoire, et ils ont fini par se retrouver. Donc, je ne vais pas répéter l'autre vidéo, mais les Romains ont fini par prendre le dessus sur Carthage. Et ça le fait en sorte que, c'est le début du grand territoire que Rome va finir par conquérir. Prochaine page, donc la page 102. Je reviens donc en fait sur Carthage. Avec cette carte-là, on va beaucoup mieux voir. Je vais prendre mon pointeur. Donc, on a Rome. Toute la section qui est en orange, c'est un territoire qui est contrôlé par les Romains. Toute la section qui est en mauve, c'est un territoire qui est contrôlé par Carthage. Donc, on a la moitié de la Sicile, on a la Sardaigne, la Corse, toute la péninsule ici de la Tunisie, une grande partie de ce qui est aujourd'hui l'Espagne, mais ce qui s'appelait l'Hispanie à l'époque. Et là, je ne vais pas tout vous répéter l'histoire de l'autre vidéo, mais les Romains et les Carthaginois donc vont s'attaquer à plusieurs reprises. Les Romains vont sortir gagnantes de ces guerres-là, donc j'espère que vous avez surligné ce passage-là. Et à partir de ce moment-là, ça va donner une force incroyable à Rome. Elle va se sentir invincible. Là, ça c'est un bout de l'histoire que plusieurs vous connaissez parce que vous avez écouté des Astérix et Obélix. Je veux vous faire remarquer ici la jolie Cléopâtre avec, ici son nez n'est pas particulièrement magnifique, là, mais on va faire semblant que c'est un nez magnifique. Je vous rappelle que Jules César, puis là je ne l'ai pas surligné, ça sera pas, je ne poserai pas de questions là-dessus, mais Jules César est tombé amoureux de Cléopâtre. Ça l'a fait en sorte que Cléopâtre elle a pu garder l'Égypte hors du contrôle des Romains pendant un certain temps. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, pour toujours. À un moment donné, les Romains ont pris possession de l'Égypte et c'est là que Cléopâtre s'était enlevé la vie. L'autre point qui est vraiment intéressant, c'est c'est Jules César. Jules César a décidé un jour qu'il allait attaquer les Gaulois. Et là, il faut savoir que les Gaulois, à l'époque, là, ils n'ont pas de potion magique, là, ça, c'est pas vrai. Là. Mais les Gaulois, ils étaient reconnus pour être des gens très, très, très fiers, très combattants et qui n'avaient pas peur de personne, même pas des Romains. Et même que les Romains en avaient peur. Donc, il y avait une espèce d'entente mutuelle entre les Gaulois puis les Romains, comme quoi qu'ils n'allaient pas s'attaquer. Les Gaulois n'attaqueraient pas les Romains, puis les Romains n'allaient pas attaquer les Gaulois.
Et un jour, ben, Jules César, qui est juste ici, Jules César, il a brisé cette règle-là. Il a demandé à son armée d'aller attaquer les Gaulois. Et à ce moment-là, les Gaulois ont comme chef un monsieur qui a une jolie moustache de champion. La plupart en passant des Gaulois avec des grosses moustaches. Le chef gaulois s'appelle Vercingétorix et c'est son vrai nom. C'est pas un nom d'Astérix et Obélix. Là. Ce monsieur-là a existé pour vrai. Donc, ça a été une guerre très difficile. Euh, Ça a pris des années. Les Romains ont beaucoup de pertes. C'était très difficile d'attaquer les Gaulois. Mais les Romains ont fini par gagner la Gaule. Et Vercingétorix s'est rendu à Jules César. Il lui a remis son arme. Et à partir de ce moment-là, Jules César est devenu très, très, très célèbre pour les Romains. Les Romains étaient très fiers de leur chef. Ils étaient, wow, Jules César, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Et Jules César il a profité de cette célébrité-là pour se nommer lui-même dictateur à vie de l'Empire romain. Et là, il y a des gens à Rome qui étaient vraiment pas contents de ça. Ils ont eu peur, ils ont dit, ah non, c'est Jules César, il va vouloir, en fait, il va être là pour toujours, puis on ne pourra plus rien faire. Donc, ils ont décidé de l'assassiner. Ils l'ont invité dans le Sénat, qui se trouve à être comme le lieu politique à Rome. Et Jules César va être poignardé d'une vingtaine de coups de couteau dans le dos. Et le dernier coup de couteau, la légende dit que c'est son fils Brutus qui lui aurait donné. Donc, Jules César meurt et va être remplacé. Donc, avant-dernière page pour ce petit vidéo. L'Empire romain. Donc, il va y avoir un temps, puis là, je suis juste ici. Il va y avoir un temps où on va appeler ça l'apogée. L'apogée, ce que ça veut dire, c'est écrit ici. L'apogée, c'est là où l'Empire va être à son plus grand. Donc, l'Empire romain est à peu près continuellement en guerre et continuellement en train d'agrandir son territoire. Mais à l'entour du 2e siècle, ça va être l'apogée. C'est-à-dire, ils vont arrêter d'agrandir leur territoire, puis ils vont se concentrer sur les territoires qu'ils ont déjà, et ça va être un temps de paix. Et en latin, la paix, on appelle ça la pax, et là, c'est la paix romaine, donc c'est la pax romana. Et donc, pendant plusieurs dizaines d'années, il va y avoir une certaine tranquillité. Rome va être ultra riche parce que tout le monde doit payer des impôts, et ça fonctionne plutôt bien. Faut savoir que l'empereur, c'est la personne qui dirige l'empire et il a tous les pouvoirs. Donc, juste vous faire remarquer, c'est lui qui décide qui on a le droit de prier. Donc, c'est lui qui décide des dieux qu'on a le droit de prier sur son territoire. Et ceux qui vont pas respecter ça vont se le faire rappeler assez brutalement, si vous voyez ce que je veux dire. C'est aussi lui qui va décider si on est en guerre, donc c'est le chef militaire. C'est aussi lui qui va prendre toutes les décisions pour le gouvernement, donc il décide absolument de tout, et il va aussi décider des lois, donc c'est l'autorité suprême. Et enfin, dernière page, ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas possible pour l'empereur d'être partout sur son territoire, donc je vous disais que c'est un territoire qui est grand comme le Canada, donc à peu près 10 millions de kilomètres carrés. L'empereur a divisé son territoire, donc l'Empire romain, en 40 provinces, une quarantaine de provinces. Et sur chacune de ces provinces-là, il va nommer un gouverneur. Et le gouverneur, lui, c'est lui qui va administrer ce territoire-là. C'est lui qui va demander les impôts. Ces impôts-là vont être envoyés à Rome. Et c'est lui qui va appliquer les lois qui vont avoir été décidées par l'empereur lui-même. L'autre chose que vous allez pouvoir voir dans votre lexique, c'est le mot barbare. En fait, un barbare, aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est barbare, souvent, c'est pour dire que quelqu'un est sauvage, puis que c'est quelqu'un qui est un peu tout croche. À l'époque, un barbare, c'est pas ça. À l'époque, là, un barbare, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas dans l'Empire romain. Donc, pour un Romain, là,
si t'es pas dans l'Empire romain, t'es automatiquement un barbare. Donc, voilà pour le mot barbare. Ici, c'est un grand mur qui s'appelle le mur d'Adrien. C'est un mur qui existe encore aujourd'hui, qui est entre l'Écosse et l'Angleterre. Et ce mur-là a été construit par les Romains et il existe encore, donc c'est quand même impressionnant. C'était la limite de la frontière à cet endroit-là sur la carte. Donc voilà. Et ceci met fin aux petites vidéos. Au revoir. Donc à la page 106, je vous invite à faire... en fait, je vous donne la réponse du numéro 1, là, la chute de Rome. C'est une date qui est très importante dans l'histoire. C'est très rare que je vous fais apprendre des dates par cœur, mais celle-là est vraiment importante. Donc, 476 après Jésus-Christ. Donc, on considère que Jésus est né en l'an 0. Et donc, 476 ans après sa naissance, l'Empire romain va chuter. Et on va voir ça un peu plus tard là, dans quelques cours. Pourquoi l'Empire romain a donc disparu. Je t'invite à faire le numéro 2. C'est assez facile. Il faut placer la ville de Rome, Carthage, puis dire la Gaule actuellement, ça correspond à quel pays. Je vous laisse faire ça. À la page 107, c'est pas tant nécessaire, là, donc c'est pas quelque chose, c'est comme pas tant. À la page 108. Donc, à la page 108, vous avez la structure sociale de l'Empire romain. Donc, toutes les personnes étaient à quelque part là-dedans. Donc, de tous les habitants de l'Empire romain, il y a les gens qui sont libres et il y a les gens qui ne sont pas libres. Et donc, ceux qui ne sont pas libres, on les appelle les esclaves. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu avec la Grèce antique. Des personnes qui sont libres, là, ça va se diviser en trois. Il y a les anciens esclaves, donc les esclaves affranchis. Il y a les étrangers, qu'on appelle les pérégrins. Donc les métèques, là, quand on était avec les Grecs. Donc ici, on les appelle les pérégrins. C'est des gens qui sont dans l'Empire romain, qui habitent donc sur le territoire de l'Empire romain, mais ils ne sont pas nés dans l'Empire romain, donc c'est des étrangers et ils n'ont pas les mêmes droits. Et tu as les citoyens. Donc les citoyens, c'est les personnes qui sont nées dans l'Empire romain, de parents citoyens. Et là, ben, ça se divise en deux. La grande majorité, c'est des plébéiens, donc des gens pauvres, ils ont des droits, ils peuvent aller voter, ils ont des droits qu'on va voir à la page suivante, mais ils sont très pauvres. Alors que les patriciens, eux, c'est des descendants des premières familles de Rome, et ils ont beaucoup plus de droits et ils sont très riches. Et une des raisons pour laquelle ils sont très riches, c'est que quand ils meurent, ils lèguent leur fortune à leurs enfants, qui à leur tour lèguent leur fortune à leurs enfants, et ainsi de suite, ils gardent toujours leur argent comme ça. Et ils sont propriétaires des... Parce que là, il y en a qui vont se dire, ouais, mais là, ils vont finir par tout gaspiller leur argent, puis ils n'en auront plus. C'est qu'ils sont aussi propriétaires des terres. Donc, ils vont faire de la location, ils vont avoir des commerces. Donc, ils ont de l'argent et ils font de l'argent. Et ensuite de ça, bon, vous avez un peu une espèce de résumé des droits et libertés que les gens ont. Donc, les citoyens ont des droits politiques et des libertés. Les pérégrins, donc les étrangers et les esclaves affranchis, ils sont libres. Et vous avez les esclaves qui ne sont pas. À la page 109, les citoyens, donc on a vu qu'ils étaient divisés en deux. Vous avez les patriciens d'un côté, qui sont des propriétaires, qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, et de l'autre côté, les plébéiens, donc la grande majorité, et ces gens-là, donc, sont assez pauvres. Les pérégrins, on a vu, c'est des étrangers, des gens qui sont libres, mais ils ont un statut inférieur, ils n'ont pas les mêmes droits politiques. Et vous avez des esclaves que je vais passer rapidement parce qu'on en avait parlé abondamment, là. Mais donc les esclaves, on le sait, là, c'est soit des prisonniers de guerre, soit des gens qui avaient trop de dettes, ou que leurs parents étaient des esclaves, donc ça fait des enfants esclaves, et ben là, ces gens-là ont aucun droit. Une question que normalement j'aurais eue, c'est qu'est-ce qui arrive avec les femmes? Donc, ben, les femmes durant le temps de l'Empire romain, il y avait
sensiblement les mêmes droits que leur mari. Donc, dépendamment, la femme est épouse de qui, ben ça va influencer ses droits. Sauf que, en fait, je dis le même droit que son mari, c'est pas tout à fait vrai. Elle va avoir le même rythme de vie, mais elle n'aura pas les mêmes privilèges. Donc, on considère quand même que c'est toujours des mineurs. Donc, qu'est-ce qu'on entend par mineurs? Ça veut dire, c'est comme on les traite un peu comme des enfants. Donc, il faut toujours qu'ils demandent la permission à un homme avant de faire une action. Soit qu'ils le demandent à leur père, ou si elles sont mariées, il faut qu'ils demandent à leur mari. Donc, elles peuvent pas aller voter, mais elles peuvent circuler plus librement que, tu sais, il n'y a pas de gynécée, là. Les femmes, ils sont pas cloîtrées à la maison. Page 110, euh, les privilèges, donc les gens qui sont citoyens ont des privilèges. Ils ont le droit de voter, puis ils ont le droit de se présenter puis d'être élus. Ils peuvent se marier, ils peuvent être propriétaires, ils ont le droit à la justice. Ça veut dire s'il leur arrive quelque chose de mal, mais ils peuvent poursuivre puis notamment obtenir justice. Ils peuvent participer à la vie religieuse et ils ont le droit de porter une toge, qui se trouve être une espèce de grand tissu, là, c'est chic et de bon goût. Regardez ça, comment c'est beau. Donc, eux, ils ont le droit de porter ça. Mais ça, c'est un privilège. C'est pas comme tu verrais pas un esclave porter ce joli bout de tissu, là, ça serait vraiment pas possible. Maintenant, comment est-ce qu'on devient citoyen? Ça, c'est une partie qui est vraiment importante. Donc, nécessairement, si tes parents sont citoyens, ben tu l'es toi aussi, tu n'as pas besoin de rien faire. Donc, tu es déjà citoyen de l'Empire romain. Mais mettons que tu arrives de l'étranger, puis toi, là, tu as vraiment le goût d'avoir les mêmes droits que les autres, ben tu peux acheter ta citoyenneté. Donc, tu peux donner beaucoup d'argent à l'empereur, et lui, ben, il va te donner un certificat de citoyenneté et tu vas devenir un citoyen romain. Mais ça coûte très cher et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui peut faire ça. L'autre chose, donc, c'est d'aller voir l'empereur puis d'essayer d'avoir donc la citoyenneté. Et il y a aussi certains peuples que quand ils se sont fait, quand mettons leur territoire se sont fait envahir par les Romains, ils ont réussi à négocier. Donc ils ont dit oui, ok, on va accepter, on arrête de vous faire la guerre, mais en échange, on veut avoir les mêmes droits, on veut être des citoyens romains. Donc il y a certains peuples qui ont eu ce privilège-là. Et l'autre truc, qui est selon moi le plus drôle, c'est pas drôle en fait, c'est que si tu t'engages pour 25 ans dans l'armée, ok, ça fait 25 ans que tu fais la guerre dans l'armée romaine, et là, pour ceux qui ont écouté le film Gladiateur, vous avez vu là, que être dans l'armée romaine, c'est quand même, tu sais, je veux dire, c'est assez difficile, là, c'est des de vraies batailles, là. Donc, si tu réussis à survivre, moi je dis ça comme ça, là, à survivre pendant 25 ans dans l'armée, ben là, wow, tu deviens citoyen romain. Mais il faut quand même que tu fasses 25 ans dans l'armée, ce qui est vraiment pas de mince tâche. Je t'invite à la page 111 à faire le numéro 1 et le numéro 2, là, c'est assez facile. À la page 112, donc la culture et les institutions à Rome. Je vais agrandir. Donc, comment est-ce que Rome fonctionne? On va commencer avec la langue. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est le latin. Les Romains parlent le latin, c'est la seule langue qu'on a le droit de parler dans l'Empire. Ça veut dire que toutes les autres personnes, les langues germaniques, les gens qui parlaient d'autres langues, c'était interdit. Et là, essayez de penser à ça, là. Les Égyptiens, les Grecs, les Gaulois, les Germains, les gens qui étaient en Hispanie, c'est-à-dire aujourd'hui ce qui est l'Espagne. Toutes ces personnes-là sont obligées de parler le latin. Puis si jamais ils se font prendre à parler une autre langue, ils peuvent se faire placer en prison ou se faire battre par les soldats. Donc, c'est vraiment important. Les gens sont obligés d'écrire et de parler uniquement le latin. Donc, on va forcer les gens. Et c'est pour ça que tantôt, on va parler de la romanisation. Ça veut dire on transforme les gens en romains. On dit tu es obligé de devenir un romain. Et le truc le plus important, c'est la langue. Après ça, ben, on est obligé d'avoir les mêmes dieux que les Romains. Donc, encore là, si on est un peuple conquis, je vais prendre l'exemple de l'Égypte parce qu'on l'a vu en classe, mais les Égyptiens croyaient en des centaines de dieux égyptiens. Mais depuis qu'ils se sont fait envahir par les Romains, ils n'ont plus le droit de croire en ces dieux-là et il faut absolument qu'ils croient aux dieux romains.
Donc, la seule monnaie qui est acceptée, c'est la monnaie romaine. Donc, on va faire des pièces de monnaie avec la face de l'empereur dessus. La justice, donc, il y a juste les lois romaines qui sont bonnes pour tout le territoire. Donc, les sports, les loisirs, la nourriture, ce que les Romains mangent à Rome, ben, faut comme que les gens s'habituent à manger ça partout dans l'Empire. Donc, de boire du vin, de se laver dans les thermes, donc les bains publics qu'on avait vus. Tout ça, parce que se laver, en fait, pour les Romains, c'est même considéré comme un loisir, hein. Donc, il va y avoir des thermes qui vont être construits un peu partout dans l'Empire romain. Et il va aussi avoir des amphithéâtres, donc avec des combats de gladiateurs. Tout ça, ça va être envoyé un peu partout dans l'Empire. Vous avez après ça les arts, donc tout ce qui est musique, théâtre, faire de la mosaïque avec de la céramique, faire des sculptures, tout ça, donc toute la façon de faire des Romains, ça va être envoyé partout dans l'Empire. Et le dernier, c'est la façon de construire les édifices, donc l'architecture romaine, qui est grandement inspirée des Grecs, là. Je veux dire, quand les Romains ont attaqué la Grèce, il y a deux choses qui ont vraiment trippé fort. Ils ont dit, wow, leur religion est incroyable, on la vole, puis hey, leur architecture avec les colonnes, on aime vraiment ça, on va aussi l'emprunter à long terme. Je reviens à la langue. Donc, vous avez peut-être déjà entendu dire que le français, c'est une langue latine. Donc, quand on dit la langue latine, en fait, si on enlève le E ici, ben, vous voyez, là, c'est le mot latin. Donc, toutes ces langues-là, puis il y en a d'autres, là, il y a le roumain aussi, là. Donc, le latin, le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, tout ça, c'est des langues que à la base, c'était le latin. Donc, c'est quand Rome a chuté, là, donc après la chute de Rome, tous les petits territoires ont continué à parler le latin, mais ont continué d'évoluer dans leur langue et ça en a créé des nouvelles. Donc, on a des exemples. Euh, ben, il y a des mots comme, mettons, en latin ici, la rive en français, ben, en latin, ça serait ripa, riva, rio, rio. Ça ressemble quand même. Donc, même chose pour la nuit, pour chanter, pour le mot cheval. Donc, on voit là que les mots se ressemblent quand même beaucoup. Puis, quand j'ai suivi mes cours d'espagnol, ben, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de mots français puis espagnol qui se ressemblaient. Contrairement au français puis à l'anglais où les mots sont souvent très différents. Même chose en italien, là, pour être déjà allé en Italie. Je pense que la plupart de vous, si vous allez en Italie un jour puis vous regardez un menu de restaurant, ça va être assez facile de comprendre le menu. C'est sûr qu'il y a des mots qui sont très différents, là, mais la plupart ont réussi à quand même bien comprendre. À la page 113, donc le droit romain. Quand tu vois le mot droit, là, il faut que dans ta tête, ça sonne loi. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut aller étudier en droit à l'université, ben c'est des métiers qui sont en lien avec les lois. Donc, quelqu'un qui veut être notaire ou avocat. Quand on parle du droit romain, ça veut dire les lois qui étaient mises en place dans l'Empire romain. Donc, ce qui est important avec le droit romain, c'est que même encore aujourd'hui, en 2020, ben, le droit romain, c'est comme la base de nos lois encore aujourd'hui. Donc, il y a des principes qui ont été établis à l'époque et tu as trois principes qui sont juste ici. Premier principe. Donc, la personne qui est accusée, on considère qu'elle est innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc, si j'accuse mon voisin d'avoir lancé des tomates sur ma maison, ben on va pas emprisonner mon voisin. Il va falloir qu'on trouve des preuves de ça. Donc, la personne, elle va rester innocente jusqu'à temps que finalement elle soit reconnue coupable. C'est un principe qui est vraiment important. Le deuxième, c'est le fardeau de la preuve. Ça veut dire que c'est la personne qui porte plainte. Dans le cas de mon exemple avec les tomates, ben c'est moi qui porte plainte contre mon voisin. Donc, c'est à moi à prouver, le fardeau de la preuve, c'est ça que ça veut dire, c'est à moi à prouver que mon voisin a fait ça. Et là, pour faire ça, ben, je peux faire appel à la police et eux, ils vont envoyer des enquêteurs, ils vont regarder s'il y avait des caméras de sécurité, ils vont regarder voir s'il y avait des témoins, mais ce n'est pas à mon voisin à prouver qu'il n'est pas coupable. C'est plutôt à moi à prouver que lui, il l'est. Donc, c'est un principe important. Et le dernier, c'est qu'il y a juste le jugement d'un tribunal qui va s'appuyer sur les preuves qui peut condamner quelqu'un.
Donc, on ne peut pas juste demander à tout mon voisinage de Hey, est-ce que vous pensez que ce voisin-là il est coupable? Puis là, tout le monde fait Ouais, on pense qu'il est coupable. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut absolument que ça soit un juge, donc une personne qui a de l'expérience, une personne qui a des connaissances. Et cette personne-là, donc le juge, va regarder les preuves. C'est important qu'il y ait des preuves, pas juste des oui-dire, là, des rumeurs, là. Donc, on veut avoir vraiment des preuves et là, la personne, elle va pouvoir être accusée. Donc, ces trois principes-là sont encore appliqués aujourd'hui. Donc, ça, c'est quelque chose de super important. À l'époque, les lois ils ont été écrites sur 12 tablettes, qu'on appelait la loi des 12 tables. Et ces tablettes-là ils étaient disponibles dans un endroit qu'on appelle le forum. Le forum, c'est la place publique à Rome. Ça, ici, c'est une reconstitution. Puis ça, c'est ce que si un jour tu vas en Italie, tu vas voir quelque chose comme en ruine, comme ça. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et bref, il était disponible. Donc, les gens pouvaient aller lire les lois à cet endroit-là. Puis après ça, ben, tout le monde pouvait dire Ah ouais, je connais les lois, il était disponible au public. Donc, à la page 114, l'organisation des villes, on en a déjà parlé. Donc, les villes dans l'Empire romain essaient toujours de copier Rome. Donc, je vous donne un exemple. Quand moi, je suis allé en Turquie, vous vous souvenez peut-être de ma vidéo là, quand je suis assis sur la latrine. Là. Bon, mais j'étais en Turquie. Ben, cette ville-là, qui s'appelle Éphèse, ben, Éphèse essayait de copier Rome. Donc, à Éphèse, il y avait des places publiques, il y avait des aqueducs, donc des tuyaux d'eau, il y avait des endroits pour se laver, des thermes, il y avait des égouts puis des toilettes, il y avait des temples, il y avait un arc de triomphe, il y avait une arène et un cirque, il y avait un amphithéâtre et un théâtre. Le théâtre, je vous l'avais montré en classe, là, peut-être que tu t'en souviens, là, j'avais demandé à mon frère d'aller parler sur la scène. Là. Donc, il y avait un théâtre et il y avait aussi des routes qu'on appelle des voies publiques. La gestion de l'eau, c'est par rapport donc à la déviation des rivières qu'on faisait. Donc, on prenait une rivière, on la faisait dévier dans un tuyau et on amenait cette eau-là en ville. Et ça, c'est le principe de l'aqueduc. Et on amenait aussi ça dans des thermes, donc des endroits. Là, c'est sûr que l'eau n'a pas de l'air super propre, là, mais à l'époque, l'eau était échangée à tous les jours. Donc, des endroits pour pouvoir aller se laver. Je vous rappelle un amphithéâtre. Un amphithéâtre, c'est circulaire. C'est comme deux théâtres mis ensemble. Donc, ça fait un cercle parfait. Et les gens allaient voir des combats de gladiateurs dans ces endroits-là. Une arène. L'arène, c'est l'endroit où les gens se battent. Et je vous rappelle que arène, ça vient du mot arena, qui veut dire du sable. Donc, le sable qui servait de litière à tout le sang qui pouvait être giclé de tout partout. Un arc de triomphe, on l'a déjà vu, donc c'est une voûte et ça se trouve être un monument de guerre. À la page 115, on a en haut des latrines. Donc, ça ressemble étrangement à ceux que moi je vous ai montrés. Donc, des bancs de pierre avec des trous, puis les gens y faisaient leurs besoins. Puis, en dessous de ça, il y avait un égout qui amenait les petits numéros 1 et les petits numéros 2 à l'extérieur de la ville, dans la rivière. Vous avez un exemple d'arc de triomphe ici. Vous avez un exemple d'un temple. Celui-là, il est encore super bien conservé à Rome. Il s'appelle le Panthéon. Le Panthéon, c'était un temple pour tous les dieux romains. Donc, on a aussi fait des temples pour chacun des dieux, mais celui-là, il était bon pour tout le monde. Vous avez complètement en bas un théâtre. Celui-ci est à Pompéi, qui est une ville qui a été détruite. On va en reparler un peu plus tard. Donc, ça, c'est une des façons de se divertir. Sinon, ben, les gens allaient dans les amphithéâtres voir des combats ou dans les cirques voir des courses de chars. Quand on dit des courses de chars, là, on parle de chariots tirés par des chevaux. Et donc, les gladiateurs avec dans les amphithéâtres. À la page 116, vous avez le plus gros de tous les amphithéâtres qui est à Rome, qui s'appelle le Colisée. Il va y avoir entre 45 000 et 60 000 personnes qui pouvaient aller dans le Colisée. Pour te donner une idée, le Centre Bell, c'est 21 273. Donc, c'est 2 à 3 fois plus gros que le Centre Bell. C'est vraiment une très grosse place. Et c'était, en gros, surtout pour les combats de gladiateurs, quoique aussi eu des combats de bateaux. Donc, des batailles navales. On réussissait à mettre de l'eau dans le Colisée, puis que les gens pouvaient se battre d'un bateau à l'autre. Ça devait être super impressionnant.
Ici, on a le Circus Maximus, donc le grand cirque de Rome, un grand hippodrome où il y avait des courses de chars. Je vais t'envoyer un petit extrait vidéo d'une course de chars, tu vas voir, c'est impressionnant et c'est surtout très dangereux. Et en bas, on te parle ici des routes. Donc, partout dans l'Empire romain, on a créé des routes, surtout pour que l'armée puisse se déplacer facilement, pour transporter des marchandises et pour transporter de l'information entre Rome et les diverses villes dans l'Empire romain. Bon, ce n'est pas une blague. Le port à Rome s'appelle réellement Ostie et il n'a pas changé de nom. Quand on va à Rome, en fait, maintenant, il appelle ça Ostia en italien, mais en français, c'est vraiment Ostie. Et là, peut-être qu'il y a tes parents qui m'entendent parler comme ça, mais tu peux leur montrer sur la carte, là, c'est pas une blague. Donc, Rome, c'est pas collé sur la mer. Le port le plus proche, c'est le port que je vais arrêter de nommer parce qu'il s'appelle comme ça. Ensuite de ça, donc complètement en bas, l'influence que les peuples conquis vont donner, c'est-à-dire les Égyptiens vont aussi influencer les Romains, les Grecs, les Turcs, les Gaulois, les Espagnols, les Tunisiens, les gens en Angleterre, ou en tout cas les Bretons. Donc toutes ces personnes-là vont influencer Rome, mais le peuple qui a influencé le plus, c'est les Grecs. Donc, on sait que les Grecs avaient un style architectural qui a été copié par Rome. Les Romains ont aussi volé la religion des Grecs, donc une grande, grande influence. Et vous avez ici la route genre de route que les Romains faisaient à l'époque. Je vais en profiter pour le surligner parce que j'ai oublié ça. Donc, la voie appienne, ça se trouve être la route que les soldats créaient et cette route-là, donc, a plus que 2000 ans. C'est impressionnant. Ils prenaient des roches aplaties qui collaient une sur les autres. Ça ressemble un petit peu à il y a certaines cours là, de certaines maisons qui ont ça, c'est-à-dire une espèce de pavé uni. Là. Donc, les gens prenaient des pierres et ça faisait des routes qui sont là quasiment pour l'éternité. À la page 118, je t'invite en fait à faire le numéro 2 et le numéro 3. Concernant le numéro 1, c'est pas nécessaire. Si tu veux le faire, c'est libre à toi. 2 et 3 sont un petit peu plus importants. À la page suivante, donc à la page 119, je t'invite à faire le numéro 4 et 5. Le numéro 6, on peut sauter aussi, c'est pas nécessaire.